Alors, c'est le moment de la battle, la troisième battle de la journée. On va parler de tech for good. Mais good pour qui? On en parle tout de suite avec Marc-David Choukroun, qui est cofondateur de la Ruche qui dit oui, ambassadeur de Tech for Good, et Yannick Grandjean, cofondateur et directeur général de CIRSA. On les reçoit tout de suite. Alors Yannick sera en bleu et Marc-David en jaune. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Audrey. Merci, bonjour. Est-ce que vous avez fait votre tirage au sort? Oui. Qui commence? C'est moi. Alors ce sera vous, Marc-David. C'est bien parce que c'est pas du tout l'arbitre qui fait le tirage au sort. On n'est pas à Roland-Garros, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. La tech for good, mais good for qui? Alors, est-ce qu'elle est good ou bad, pour bien parler français? Donc cette tech, c'est le thème de notre premier round. La tech good or bad, surtout, est-ce qu'elle est neutre? Votre avis sur la question? À mon avis, la tech, non, elle n'est pas neutre. Elle reflète nos valeurs, elle reflète nos idéaux, notre culture, notre modèle économique. Donc forcément, elle est tout sauf neutre, et on le voit de plus en plus. Et aujourd'hui, parler de tech for good, on a plus l'impression qu'on voit de la tech for bad. On en a parlé pas mal ce matin. Le respect des données personnelles, l'impact écologique du numérique, l'obsolescence programmée. Enfin, je peux en faire une liste très très longue. Vous êtes un ambassadeur de la tech for good, donc normalement vous devriez nous faire rêver là. Bien entendu, mais pour faire rêver, d'abord il faut être réaliste par rapport à la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est que c'est majoritairement de la tech for bad. Donc historiquement, le fait de se dire on va mettre le numérique au service de l'homme et de la planète, c'était quelque chose qui était assez marginal. C'est pas quelque chose qui était très développé dans l'écosystème numérique. On développait principalement des entreprises pour servir le consommateur, forcément pour lui donner accès à énormément d'informations, de capacités de consommer, etc. Donc plutôt des choses positives, mais on ne réfléchissait pas trop à l'impact social et environnemental des entreprises qu'on était en train de créer. Nous, qu'on a commencé, on a développé une entreprise qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Alors, vous connaissez sans doute pas au Luxembourg, puisqu'elle n'est pas présente sur le territoire luxembourgeois. Mais l'idée de La Ruche qui dit oui, c'est de mettre le numérique au service des circuits courts alimentaires, de permettre aux producteurs, grâce à une plateforme en ligne, de pouvoir vendre plus directement ses produits au consommateur final, afin d'avoir une marge plus importante sur les produits qu'il vend et d'avoir un meilleur impact sur la planète pour le consommateur, en favorisant les circuits courts, le local, etc. Donc plutôt des choses positives. Mais quand on a développé cette entreprise, on était assez marginaux et différents de la norme de la majeure partie des entreprises du numérique. Il y a finalement un milieu de l'économie sociale où les types d'entreprises, type la Ruche qui dit oui, sont très connus, mais nous, on voulait développer ce type de dynamique qu'on trouve habituellement plutôt sur des projets sociaux, associatifs, de petite échelle, les faire changer d'échelle grâce au numérique. Et on s'est retrouvé face finalement à un monde du numérique qui ne comprenait pas toujours très bien ce qu'on faisait et l'intérêt d'un tel service, de développer un tel service. Mais justement, la Ruche qui dit oui, donc peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ici, effectivement, parce que vous n'êtes pas encore présent au Luxembourg, mais en tout cas, sachez qu'en France, la Ruche qui dit oui, c'est très connu. De toute façon, on ne peut faire aucun débat de ce style sans avoir quelqu'un de la Ruche qui dit oui. Ils sont devenus totalement incontournables. Yannick, mais voilà, ça marche bien la tech pour faire le bien de l'humanité. Alors, c'est vrai que là, je ne partage pas ce qu'a dit Marc-David pour commencer. Moi j'ai tendance à Normalement, penser ils sont d'accord sur tout. Donc normalement, là, déjà, on est d'accord, donc problème. on va essayer de construire des oppositions. Non, j'ai tendance à penser que la tech est plutôt neutre. Ce qu'il est moins, c'est ce qu'on en fait. Je vais prendre un exemple d'une société avec laquelle on travaille qui s'appelle Devriware. Devriware, c'était la société française qui avait été choisie par le gouvernement pour développer le système SAIP, de déclenchement d'alerte attentat en cas d'attentat. C'est quelque chose qui s'est assez mal passé, qui a notamment été mis en défaut à Nice. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie sous-jacente, l'exemple que je veux prendre, qui est la géoloc, on voit bien qu'elle permet de faire toutes les nuances de gris, du bon, du très bon, et au moins bon. Uber,
Waze, ça, on doit plutôt pouvoir classer ça du côté du bon. Les missiles balistiques et les drones autonomes, peut-être moins. C'est un peu plus complexe encore quand on rentre dans les notions de ce que fait Everywhere, par exemple, qui est la géolocalisation. Alors le mot est marrant. C'est la géolocalisation collaborative ou non collaborative. Et c'est la belle manière de dire consenti ou pas, pour ceux qui le savent. Le collaboratif, c'est quand un camion, quand un routier qui travaille chez un livreur autorise le consentement à la géolocalisation pour permettre à son entreprise de le traquer. Le non consenti, c'est le cas de la réquisition, c'est quand le ministère de l'Intérieur ou de la Justice fait une demande de tracking d'un suspect ou d'un criminel en amont ou en sortie de prison. Donc j'ai tendance à penser que la tech plutôt est neutre. Ce qui en est fait à date, c'est probablement, effectivement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, pas forcément toujours pour le meilleur. Ça passe le micro, j'ai l'impression que ça. J'ai l'impression qu'il est un peu alternatif, votre micro. Donc, normalement, j'avais un micro de secours, justement, qui n'est pas arrivé. Mais on va voir si ça marche ou pas. Ce que je voulais ajouter sur la Tech for Good, c'est que la bonne nouvelle pour la Tech for Good, c'est qu'il y a un intérêt soudain aujourd'hui des écosystèmes du numérique, de la technologie, pour des technologies qui vont faire le bien pour l'homme et pour la planète. On est face à une telle urgence sociale et climatique que finalement, toutes les organisations commencent à prendre ça en compte. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est un changement justement de mentalité par rapport à la tech et se rendre compte que les enjeux, on va parler de réchauffement climatique là pendant une bonne partie de l'après-midi, les enjeux aujourd'hui sont tels qu'on est obligé d'en passer par ce type d'usage. Alors il y a effectivement un changement de mentalité. Historiquement, on mettait le for good, l'impact un peu à côté dans les entreprises et dans les startups. C'était dans la RSE. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entreprises qui ont une mission, sociale et environnementale et qui la définissent. La problématique aujourd'hui qu'on voit dans le monde des entreprises technologiques et du numérique, c'est qu'il y a une volonté de concilier à la fois le modèle start-up de croissance très très rapide, même d'hypercroissance, avec l'impact positif. Est-ce que ces deux notions sont réconciliables ou pas? On a plutôt l'impression que non, parce qu'en fait, quand on voit l'impact social et environnemental d'entreprises du numérique qui, au départ, peuvent sembler plutôt positives, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez ça au Luxembourg, mais à Paris, on a 9 entreprises qui ont lancé des réseaux de trottinettes dans les villes. Alors au démarrage, une trottinette électrique, on se dit c'est intéressant, ça va avoir un impact carbone moins important que d'utiliser un véhicule à essence. Mais en fait, finalement, à avoir 9 réseaux différents, 9 entreprises, aucune d'elles est rentable. Elles se battent toutes à celle qui va croître le plus rapidement possible pour pouvoir rester sur le marché. L'impact environnemental, il est catastrophique parce qu'en plus, les trottinettes vont toutes finir à la poubelle. Donc ça, c'est l'impact environnemental. Et derrière, l'impact social est lui aussi catastrophique, qui est caché, puisque ces réseaux de trottinettes électriques fonctionnent avec des auto-entrepreneurs qui vont les charger dans la nuit. Ils viennent chercher ces trottinettes avec leur camion et ensuite ils vont les charger. Donc on voit aussi qu'on essaye de concilier, mais finalement ça fonctionne pas tant que ça. Alors justement, je vais repasser la parole à Yannick sur ces questions de régulation, parce qu'on a parlé ce matin, on a beaucoup parlé depuis ce matin de régulation, d'autorégulation. Alors bon, l'autorégulation du marché, je crois qu'on en est un petit peu revenu aujourd'hui, mais sur des questions comme les blockchains ce matin ou cet après-midi comme la tech for good, est-ce qu'on ne peut pas attendre de ces nouveaux secteurs de l'économie et de l'économie financière qu'ils d'eux-mêmes et une trajectoire vertueuse? Alors c'est une très bonne question. C'est quelque chose que nous, je vais peut-être prendre ça. Prenez celui-là. Oui. C'est mieux là. Ouais. Alors c'est une très bonne question et c'est quelque chose que nous on voit parce qu'on est un cabinet de conseil en RSE et on porte une vision quantifiée des choses, donc une vision un peu no bullshit. Et donc effectivement dans le cas de la tech for good, il ne s'agit pas de dire que c'est du bullshit, mais on a un peu peur de l'impact washing. C'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Marc-David, tu pourras peut-être réagir, mais l'écosystème se refuse plutôt à mettre en place des choses, à mon avis, avec le système de défense suivant qui consiste à dire on est déjà en train de changer le monde, donc sur les process et la RSE, laissez-nous faire. Quand on regarde les chiffres, ce qu'on fait beaucoup entre les grands groupes, les PME et les entreprises de tech, qu'elles soient très jeunes et petites et en croissance ou les plus grosses, les métriques RSE classiques, diversité, parité, équilibre vie personnelle, vie pro, écologie, prise en compte de changement climatique, sont catastrophiques.
Et en général, juste, les entrepreneurs se refusent à faire la mesure. Donc ça change, et on y vient, l'écosystème ne se structure pas. Je pense que les outils qui viennent des grands groupes, et ça bouclera avec les questions qu'on a après, est-ce que l'impact, parce que la tech for good, un autre mot pour ça, c'est l'impact, est-ce que c'est l'apanage des startups, est-ce que c'est l'apanage de la tech, ou est-ce que finalement on ne peut pas trouver de l'impact aussi chez les grands groupes et chez les PME? Mon point, c'est de dire que si on accepte un peu cette idée-là, et que l'univers de la tech ne se cantonne pas à critiquer les vieux grands groupes existants, on doit pouvoir trouver des méthodologies, y compris dans l'arsenal réglementaire, qui peuvent permettre d'éclairer et d'aider l'écosystème tech. Un exemple, déclaration de performance extra-financière, qui est une directive européenne rentrée en vigueur en France cette année. Déclaration de performance extra-financière, elle commence par une description du business model et une analyse des risques extra-financiers de la société. Et ensuite, les politiques mises en œuvre et les indicateurs. Ça, c'est probablement une méthode, si elle n'est pas enforced d'un point de vue législatif sur des sociétés de plus petite taille, qui doit pouvoir faire progresser l'écosystème. Alors justement, ça nous amène directement à notre round numéro 2. On s'est posé la question, good oui, mais good pour qui? Voilà, on est en plein dedans avec ce que vous venez de nous dire. Qui est destinataire finalement de cette Tech for Good, et est-ce que les destinataires sont, est-ce qu'on est vraiment dans un processus un peu comme celui de La Ruche qui dit oui, là encore vertueux? Je vous laisse commencer, Marc-David. C'est difficile de synthétiser qui sont les destinataires de la Tech for Good, parce que la Tech for Good, c'est un mot qui englobe énormément de types de projets différents, qui peuvent être des projets numériques qui vont favoriser l'inclusion de publics en difficulté, de son domicile fixe, aider les réfugiés à apprendre à se servir de la technologie ou à devenir développeurs, jusqu'à des projets qui vont utiliser des technologies de rupture, de la robotique, des choses très très innovantes qu'on appelle deep tech, pour pouvoir résoudre des grands problèmes de l'humanité. Donc qui est le public? C'est un peu tout et un peu tout le monde. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est pourquoi dans le numérique, en fait, les solutions qui sont plus tech for good sont pas celles qui ont le plus de réussite. Quand on regarde finalement, même dans le secteur de l'alimentaire, La Ruche qui dit oui, ça a une réussite, mais ça touche pas la majeure partie des consommateurs. Parce que les consommateurs, quand on leur présente un projet comme La Ruche qui dit oui, en tant que citoyens éclairés, ils vont trouver ça exceptionnel. Mais ensuite, tout le monde est confronté finalement en soi-même entre d'un côté le citoyen éclairé, engagé, et de l'autre côté, le consommateur, le client final, qui a envie d'avoir les choses le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Et quand il faut faire un choix, souvent le consommateur parle plus fort, la flemmardise, et on finit par prendre son téléphone et à commander un Deliveroo à la demande, et 30 minutes après, on a un burger, on ne connaît même pas la provenance des produits, on n'a pas cuisiné, on n'a fait aucun effort. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est ces projets-là qui ont le plus de réussite. Donc tant qu'on n'aura pas un vrai changement qui vient des citoyens consommateurs, en fait, les entreprises du numérique ne vont pas changer assez rapidement. Puisqu'en fait, les entreprises du numérique, elles le disent elles-mêmes, elles s'attachent d'abord à tout faire pour satisfaire le client final. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour qui, je ne sais pas si je réponds à la question, mais la Tech for Good se développera positivement, en particulier dans le numérique, si nous, en tant que consommateurs, on fait des choix plus éclairés. Donc tout le monde a une part de responsabilité finalement. Toutes les parties prenantes, on a parlé du régulateur, le consommateur, bien entendu aussi les salariés. Il faut mettre une pression aux entreprises pour qu'elles changent, mais il faut aussi changer nous-mêmes dans nos habitudes, dans notre relation avec tous ces services numériques qu'on a gagnés au fil du temps. Alors Yannick, quand je disais pour qui, on pensait aux destinataires, mais je pense aussi aux bénéficiaires, à ceux qui en profitent, pas seulement aux bénéficiaires, donc destinataires, mais à ceux qui tirent du profit de la Tech for Good. C'est qui? Ce sont des grands groupes, ce sont des jeunes entrepreneurs dynamiques. Eh ben, c'est une très bonne question. Parce que autant, effectivement, Marc-David parlait du consommateur citoyen, on peut s'intéresser, effectivement, est-ce que ça bénéficie aux détenteurs, enfin aux gens qui éditent la technologie, que ce soit les GAFA ou que ce soit les éditeurs plus modestes, plus petits. Je trouve qu'il y a une troisième composante qui est intéressante. On parle très souvent, et c'est ce que tu disais, Marc-David aussi, la RSE, comment sont faites les choses, l'impact.
pourquoi sont faites les choses, quel est le purpose. Et je trouve qu'il y a une dimension qu'on oublie très souvent en ce moment et qui me paraît fructueuse pour juger l'effet de la tech for good, c'est la notion de progrès en fait. Donc quand vous dites Audrey, à qui ça bénéficie, je ne sais pas si ça bénéficie aux usagers finaux quand ils se gavent de fast-food et que ça va mal finir pour tout le monde, que ce soit dans les chaînes d'approvisionnement ou que ce soit au niveau de la santé publique. Mais la question du progrès, je trouve qu'elle permet d'éclairer la contribution au bien commun. Et dans ce contexte, je suis effectivement pas sûr que sur les dernières années, malgré les progrès technologiques très importants et les bénéfices évidents, je veux dire, on peut que se réjouir du fait que Uber, sous certains aspects, existe en termes de service en tout cas, que la contribution au bien commun soit la bonne. Et justement, c'est du progrès ou de l'innovation ? Eh ben, on a plutôt l'impression aujourd'hui que c'est que de l'innovation, l'innovation parfois même pour l'innovation, dans des niches d'innovation qui vont venir à être remplies parce qu'il y a du financement, il y a du seed, il y a du venture capital, donc il y a des idées qui se montent. Donc c'est très bien, ça pollinise, ça favorise l'innovation. Je pense qu'il faudrait réintroduire la dimension de progrès pour que la tech se mette au service du good justement, et donc au service du bien commun. Ouais, je pourrais dire ça. Est-ce que nous sommes condamnés à être, comme dans le très visionnaire dessin animé Wall-E, tous affalés dans des fauteuils avec des écrans à 5 cm du visage et des boissons sucrées quasiment sous perfusion, Marc David ? J'espère pas, mais ça va nécessiter un effort de tout un chacun. Parce que là, effectivement, quand vous parliez tout à l'heure du fait de ne plus faire beaucoup d'efforts, finalement, que tout vient à nous, c'est les enceintes connectées, finalement, on n'a même plus besoin de se lever pour fermer ses volets. À quel moment on se pose la question de... Avec quoi on remplit nos vies, quoi. Chacun dans son parcours personnel. Je pense qu'on est tous partagés entre les deux. Voilà, moi, j'achète à la ruche qui dit oui, et parfois j'achète sur Deliveroo. Donc, il faut réussir à faire en sorte que le bien en soi et les bonnes pratiques prennent le dessus. Mais ça nécessite un effort, et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui nous encourage forcément à faire cet effort. Tout est fait pour ne pas le faire. Donc, on risque de finir comme dans Wall-E. Je sais pas, j'espère pas, cher Audrey, j'espère pas. Oui, mais là, non, moi non plus. J'ai bien aimé ce film, en tout surtout, cas. Je me pose aussi la question, en vous écoutant tous les deux et en nous écoutant depuis ce matin, de savoir si on n'est pas là en train de parler de problèmes de riches, entre guillemets, c'est-à-dire de problèmes de société et de pays riches. Il y a encore des pays dans le monde où Exactement. on n'a pas à se poser ces questions-là. Il n'y a pas l'accès à la technologie, et puis on le voit en France même aujourd'hui, il y a 10 à 20% de la population qui n'utilise pas forcément tous ces outils numériques dont on parle aujourd'hui, et on aurait besoin qu'ils s'en servent puisqu'ils gagneraient accès à énormément de services publics, d'amélioration de la vie du quotidien, etc. Heureusement, il y a des programmes aujourd'hui en France, des programmes publics pour accélérer l'inclusion et l'usage du numérique par les publics éloignés du numérique, mais il faudrait réussir à faire un système où nous qui utilisons trop aujourd'hui le numérique, on arrive à se désaliéner, se désintoxiquer, et on donne ce temps d'usage du numérique à d'autres personnes. Comment on fait, Yannick, pour se désintoxiquer ? Parce qu'on va parler de sobriété dans le prochain round. C'est en faisant effectivement, je crois qu'il y a un enjeu, c'est effectivement l'aspect distanciation de la tech. Tout ce qui est as a service, c'est invisible. Donc les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont derrière la tech sont pas visibles parce qu'on est dans le cloud et que tout ça c'est loin. Donc je pense que ça c'est en informant évidemment. On va y arriver en informant le citoyen, le consommateur, mais je pense qu'aussi pour cadrer un peu le débat, la tech for good, c'est la tech au service du good. Et ça donne un peu l'impression que tous les autres contributeurs à ce sujet-là, c'est des has-been. Les grands groupes sont has-been. Non, je crois que chacun a sa part à jouer dans la contribution. Les grands groupes, les investisseurs, les financiers, et que tous ces gens-là doivent y contribuer. Que la tech s'y mette, c'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas être l'apanage de la tech que de contribuer à ça. Et j'ai une petite quote d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Garrett Hardin, qui a écrit en 72 un livre qui s'appelait La tragédie des communs, et donc dans lequel il étudie la gouvernance des biens communs. Donc les biens communs, c'est l'air, c'est le climat, c'est le poisson, enfin c'est tout ce qu'on ne peut pas isoler et capturer de manière individualiste. Et il dit le truc qui est fracassant dans les premières pages, il dit il existe des problèmes sur Terre qui n'ont pas de solution technologique. Et c'est un truc complètement inouï de se dire ça aujourd'hui, et il prend deux exemples à l'époque, on est en 70, il dit la démographie, et il dit le péril nucléaire, la guerre nucléaire. Et quand on y réfléchit, évidemment, c'est vrai, c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de solution technologique. On n'a pas de solution technologique à la démographie, quoi. Donc, il y a des solutions techniques, mais pas technologiques.
Oui, mais qui emportent des enjeux symboliques ou sociétaux très forts. Oui, tout à fait. Non, c'est en fait, alors, parce que la finesse est là. On n'a pas de solution technique contre l'augmentation de la démographie. On en a des solutions techniques si on souhaite la limiter et la contraindre, mais le problème de la démographie n'a pas de Le solution problème, c'est technologique que les en tant gens que aiment telle. bien se reproduire. Ça, c'est quand même incroyable, tous ces gens qui aiment se Tout reproduire. ça pour dire, parce que c'était pas ça, vous m'emmenez sur un terrain, mais c'est que la tech n'aura pas raison de tout. Donc il y a aussi d'autres instruments dans l'arsenal dont on va parler dans un instant, j'imagine, qui sont On est bien sûr sociétal. tout à fait d'accord. Je vous taquine, on est d'accord sur ce point. Encore un mot dans ce deuxième round avant de passer à justement notre empreinte numérique. On a parlé d'inclusion, on a parlé de se mettre au service et de mettre la tech au service de ceux qui en ont le plus besoin, souvent, et des besoins parfois vitaux. Moi, je suis assez frappée de voir que sur les questions, puisque ce matin on parlait de diversité, etc., sur les questions d'égalité entre femmes et hommes, et d'égal accès aux femmes à des postes à responsabilité, de plafond de verre, etc., etc., dans la tech for good, les mêmes problèmes se posent que dans le vieux système économique. Alors, dans la tech en général, hein, ensuite, dans l'économie d'impact plus large, pas forcément tech, il y a plus de femmes à des postes de direction, mais il y a un vrai problème aujourd'hui dans la tech. On a moins de 10% de CEO, de PDG, d'entreprises innovantes qui sont des femmes, mais c'est aussi parce que à tous les niveaux de la chaîne en haut, finalement, il n'y a que des hommes. Chez les investisseurs, en fait, qu'on regarde, c'est environ 10% aussi des associés dans les grands fonds d'investissement parisiens. C'est eux qui décident comment on dépense l'argent, qui sont des femmes. Donc il y a effectivement un problème en haut. Finalement, chez les travailleurs, on a pas mal avancé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas encore assez en haut. Mais il y a beaucoup d'organisations en France qui se sont montées depuis 2-3 ans pour travailler sur ce sujet-là. Mais même concrètement, Yannick, sur des applications très concrètes en termes d'innovation, justement, le fait que bien souvent les femmes ne soient pas assez associées aux décisions, notamment aux décisions stratégiques, conduit les entreprises de tech à fournir des produits et des services qui finalement ne sont adaptés qu'à la moitié de l'humanité. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a évidemment besoin des femmes. Moi, j'ai un sujet inverse, c'est que dans la RSE, il n'y a que des femmes quasiment. Donc c'est un sujet que je connais bien à l'inverse. Et pour aller dans le sens de ce que disait Marc David, désolé, on est d'accord. Nous, on fabrique des petites statistiques. Ce qu'on voit, c'est que ce soit Alors, en France, il y a une réglementation qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann, qui impose aux grands groupes, notamment Côté, d'avoir 40% de femmes au conseil d'administration, minimum. C'est une loi qui est en vigueur depuis 2 ans. Donc 40%, c'est assez significatif. Ça a été légiféré. Il y a la loi sur l'égalité hommes-femmes en termes salariaux qui vient de rentrer en vigueur sur les entreprises d'une certaine taille en France, là, en début 2019. Mais quand on regarde les conseils d'administration, effectivement, des sociétés détenues par les fonds de private equity français de taille intermédiaire, PME, ETI, de toute taille, vraiment de toute petite société, les chiffres, quelle que soit la classe d'actifs, convergent très, très vite vers c'est plus élevé que ce que tu disais, 15 et 20%, que ce soit au conseil d'administration ou que ce soit la population de femmes parmi les cadres. Donc effectivement, je pense qu'il y a un spread encore plus grand dans les boîtes de tech, où les chiffres sont vers zéro. Je pense que ça a des impacts très forts dans la qualité de vie des boîtes, des produits, comme vous le disiez, etc. Mais on est finalement pas très loin non plus. On stigmatise ce point parce qu'il saute aux yeux en termes de diversité. C'est censé être des technologies, des métiers, des activités d'avenir. On a besoin de féminiser la tech, j'en suis persuadé, puisqu'on a besoin, que tu le disais tout à l'heure, de plus de coopération entre les différents acteurs. C'est pas les valeurs aujourd'hui qu'il y a dans le monde de l'entreprise. On est dans un monde très compétitif, très concurrentiel, assez violent, et c'est encore plus violent dans le monde des startups. On demande aux gens de travailler 80 heures par semaine s'ils veulent réussir, de ne pas prendre de temps le week-end pour leur famille, etc. Donc c'est demandé à tout le monde, même aux femmes, mais c'est complètement excessif. Donc on a besoin de changer la culture dans les entreprises de la tech. On a besoin de plus d'empathie, et on a besoin aussi de se projeter dans un avenir meilleur, de le construire ensemble, et pas être uniquement sur des questions vénales, de l'envie de réussite économique,
et de profit. Donc il y a besoin de changement. Et dans la Tech for Good, on doit réussir à incarner ça. Donc on a besoin des femmes partout. On a besoin de vous, Audrey. Vous voyez, c'est pas les femmes qui sont vénales en fait. Round numéro 3. Justement, la tech good pour combien de temps? C'est-à-dire là, on a voulu introduire un petit aspect développement durable, responsabilité de long terme, prise en compte de la question environnementale, puisqu'évidemment, quand on parle tech, on parle numérique et on parle empreinte numérique. Je vais commencer avec vous, Yannick. À quel point cette dimension-là, elle est présente ou pas dans le monde de la tech, dans les décisions prises et les caps fixés? Alors, j'ai ici 2 casquettes, celle de Yannick, directeur d'entreprise dans la RSE, le développement durable, qui a des chiffres, et j'ai la mienne en tant que citoyen. J'ai l'impression que les choses changent. Marc-David, tu pourras en parler peut-être plus que moi. Néanmoins, historiquement, c'est ce que je disais un peu en intro, hein, le dirigeant de start-up, il a souvent tendance à dire on est en train de changer le monde. Donc tes sujets de changement climatique et de réchauffement avec les serveurs qu'il y a dans le cloud Amazon, on y réfléchira. Je pense que de plus en plus ça change. Là encore, il y a un concept qui me paraît super opératoire. Je parlais tout à l'heure du progrès, c'en est un. L'idée de la Tech for Good, c'est effectivement de mettre la tech au service d'eux. C'est pas seulement d'intégrer du good dans la tech. Là, c'est le chapitre des bonnes nouvelles. Je crois que ça, massivement, ce gap culturel de l'entrepreneur qui change le monde et qui donc n'a pas le temps de faire de la RSE, je pense qu'il va changer au bénéfice de ah bah oui non en fait on va faire de l'innovation et de la tech pour le bien, pour le good, pour le progrès, pour le changement. Un petit diapason et donc la question qui se pose, je ne sais pas si Gaspard Koenig est encore là, mais la question c'est celle de l'étalon. À l'aune de quoi on va juger que quelque chose est bon, pas bon ou neutre? Il y a un concept que j'aime bien qui est porté par un philosophe qui s'appelle Dominique Bourg, que vous devez connaître, Audrey, que je connais, oui. Qui s'appelle l'écologie intégrale. Alors c'est pas un truc d'altermondialiste, mais c'est une proposition qui consiste à dire toute innovation, l'action politique doit être orientée et guidée par une seule chose, qui est la préservation du système Terre, des écosystèmes physiques d'abord, et puis ensuite du bien social des populations. Ça, c'est peut-être un bon guide d'action pour permettre de faire du Tech for Good. Parce que l'idée, effectivement, c'est d'inverser le prisme et au lieu de se dire d'abord on change le monde, on fait du profit, ensuite on s'occupera des droits humains et de l'environnement, c'est en s'occupant des droits humains et de l'environnement qu'on fait du profit et qu'on change le monde. Je complète en un instant, mais c'est ce qu'on voit. Je veux dire, le système américain de give back, c'est on fait de l'argent d'abord et ensuite Microsoft, Facebook, Google, Amazon et co. font des fondations pour give back. Il y a peut-être moyen de faire les deux à la fois ou peut-être même d'orienter directement la tech pour qu'elle soit au service d'eux. Et si on arrive à faire ça et à faire ce petit cliquet culturel, alors oui, il y a de l'espoir. C'est déjà un peu ce que vous faites, Marc-David. Oui, c'est déjà un peu ce qu'on fait. Et après, je vais revenir sur les propos d'Yannick parce que je ne suis pas ici forcément d'accord avec lui. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de s'améliorer. Au contraire, en fait, l'empreinte écologique de la tech est de plus en plus désastreux. Que ce soit au niveau du matériel qu'on utilise, l'obsolescence programmée, on en a parlé, la duplication des infrastructures, ça c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a énormément d'infrastructures. Le cloud, ça paraît magique, mais c'est des data centers qui tournent avec de l'énergie. Aujourd'hui, le numérique, c'est environ 10% de la consommation d'énergie mondiale. Donc c'est énorme et on prédit que ça va augmenter à 20-25% dans quelques années seulement, si on ne change pas quoi que ce soit. On duplique les infrastructures. Par exemple, là, on est en train d'installer la 5G. Donc, on va avoir, pareil, 2, 3, 4 réseaux de 5G, alors que la 4G est encore opérationnelle. On augmente les flux de data, ce qui fait qu'on utilise beaucoup plus de data qu'on reçoit sur nos appareils. On a l'impression que ça vient de nulle part, que ça vient du cloud, mais ça tourne dans des fermes de serveurs, et ça a un impact désastreux. Aujourd'hui, quand vous ouvrez Facebook ou Instagram, d'année en année, les applications ont empiré. Ça télécharge des centaines et des centaines de mégaoctets. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Il n'y a pas d'obligation de sobriété de la part de ces plateformes. Qu'est-ce qu'il faut faire si elles ne sont pas capables de changer elles-mêmes, qu'en plus, elles font tout pour qu'on soit plus addict à ces plateformes et qu'on les utilise plus? Il faut sans doute réguler, sans doute mettre une taxe carbone sur la donnée. Je ne sais pas, il y a sans doute des solutions à trouver, mais en tout cas, pour l'instant, on va plutôt dans le mur. Et pour dire, oui, on va dans le mur, et certains technologistes, je suis un tech enthousiaste historiquement, je l'ai toujours été, se disent, bon, c'est pas grave, on continue, parce qu'on va trouver des solutions grâce à la technologie pour décarboner.
Et maintenant, il y a énormément de startups un peu partout dans le monde qui travaillent à des solutions pour décarboner et pour réutiliser le carbone, le recycler, etc. Et se dire, c'est comme ça qu'on va résoudre dans quelques années le problème du réchauffement climatique. Oui, mais bon, J'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Je sais, donc j'ai bien compris. Je pense que c'est j'ai pas bien l'un vu ou la l'autre. distance. C'est l'un et l'autre. Il faut diminuer notre consommation. Bien Il sûr. faut aussi laisser le progrès avancer et sans doute trouver des solutions de dernier ressort qui seront malheureusement sans doute utiles. Si, non, mais j'avais bien vu la distance. Puis moi, je suis pas dans le débat, parce que sinon, on en serait encore là Ça serait demain. intéressant de vous avoir dans le débat. Mais Yannick, non, mais j'essaie de vous manipuler quand même un peu. Yannick, puisque vous êtes un lecteur de Dominique Bourg, justement dans la continuité de ce que dit Marc David à l'instant, vous savez que la technologie ne nous privera pas d'un exercice de sobriété. Oui, complètement. Tout à l'heure, quand je disais Tech for Good, en fait, on est encore une fois d'accord. C'est la tech au service de la sobriété et d'un évitement et d'une réduction et d'une trajectoire de transition. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, ça sert plus à rien de parler de transition, ça va pas assez vite, donc de toute façon, ça va péter et on arrivera trop tard. Ce que je citais tout à l'heure quand je citais Dominique Bourg, c'est vraiment mettre la tech au service de ça. Pour aller dans le sens de ce que disait Marc David, si on régule pas, on va freiner l'innovation. On est dans une compétition internationale charnée. On va se tirer des balles dans le pied en France, en Europe. Je crois que de ce point de vue-là, il y a des parallèles qui sont assez intéressants à faire en termes de financement de l'innovation et de corrélation de l'innovation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui proposent de sortir les investissements de transition énergétique par verte en France du calcul du déficit budgétaire. Pourquoi ne pas faire pareil ? Pourquoi ne pas flécher des investissements directement vers la tech for good verte Alors là, j'ai inventé un mot, la tech for good verte. Quand elle contribue la tech for good responsable. La tech verte. Au bien commun, effectivement. Et je pense qu'il y a des idées de financement au niveau français et européen à trouver de ce point de vue-là, de donner un peu de souplesse et de mécanismes pour que l'innovation aille dans le bon sens de ce point de vue-là. Green Tech, c'est pas mal comme concept. Oui. Ça doit bien exister. Il y a tout un si ça n'existe écosystème pas, on Green Tech. l'invente. Il y a tout un écosystème Green Tech avec plein d'innovations très intéressantes. Un chiffre, deux même, sur lesquels je voudrais votre avis. Netflix représente 15% de la bande passante mondiale. Ça semble incroyable. Voilà, ce seul opérateur, alors qu'on imagine sa marge de progression encore, représente 15% de la bande passante mondiale. Et puis, nos consommations effectivement numériques produisent 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est l'équivalent de tout un continent, c'est l'équivalent de tout le continent africain. Voilà, donc c'est quand même deux chiffres qui mettent un peu les choses en perspective. Je vous ai une réaction vraiment en 10 secondes chacun sur ces deux chiffres-là. Je commence par vous, Marc David. En 10 secondes, c'est catastrophique. Enfin, ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Netflix, le cas est connu, puisque autant certaines entreprises qui utilisent beaucoup de données font attention à la provenance de leur énergie et à avoir que de l'énergie verte, ce qui n'était pas le cas de Netflix. Il y a une campagne de Greenpeace à cet effet. Je ne sais pas s'ils ont évolué depuis, mais effectivement, même si on utilise beaucoup de data, ce qui est dramatique, au moins, il faut essayer de l'utiliser, d'avoir une source d'énergie qui est propre. Et en plus, aujourd'hui, il y a aussi des technologies qui existent pour réutiliser la chaleur produite par ces data centers pour chauffer des bâtiments, des piscines, etc. Donc il y a des choses d'économie circulaire à créer à ce niveau-là. Mais je ne sais pas comment on va arrêter le streaming et vous rebaisser la qualité du streaming. Je pense que personne n'en a envie. Non, ici. là, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de suffrages. Yannick, très rapidement. Tant que la tech sera au service d'une accélération et d'une augmentation de la prédation sur les ressources, et donc elle sera additive et non pas substitutive, typiquement regarder Netflix plutôt que de prendre un avion pour aller voir un film à Hollywood, effectivement, on n'y arrivera pas. Ouais, aucun des deux n'est bien. Non, il faut aller voir un film en plein air dans son cinéma de quartier. Ça, c'est mieux. En France, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir tous les deux. Et puis ensuite, on va passer au vote. Bon, vous avez compris qu'ils sont quand même assez complémentaires l'un l'autre. Ça vous donne des visions assez complémentaires du sujet. On va quand même passer au vote pour la forme. Alors, lesquels d'entre vous ont été le plus convaincus par Marc-David Choukroun ? Et par Yannick Grandjean ?
Voilà, c'est bien. Je m'attendais à ce résultat, on va dire très en même tempsiste, avec un très léger avantage à Yannick Grandjean. Merci à tous les deux. Merci, messieurs.